Faut-il absolument parler de soi pour faire rire les autres? C'est l'une des questions que l'on va se poser dans ce débat critique. Humour à travers un spectacle et un télécrochet. Sur scène d'abord avec le troisième et nouveau spectacle de Nora Hamzaoui. C'est au Théâtre de l'Atelier à Paris, en tournée dans toute la France à l'automne. Sur les écrans, ensuite avec le programme Comédie Classe, sorte de The Voice de l'humour, diffusé sur Prime Video, incarné par le duo d'humoristes Eric et Ramzy, à la recherche donc de celui ou de celle qui pourrait les remplacer. Et pour en débattre, nous accueillons Adrien Desnouettes, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et auteur, et nous accueillons aussi Guillaume Aurignac, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et réalisateur, bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. L'humoriste Nora Hamzaoui est de retour sur scène avec son troisième spectacle. C'est au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 8 juin, puis en tournée dans toute la France. Bonsoir, ça va? Excusez-moi, vous avez peut-être essayé d'être discret, mais il y avait le téléphone de votre mec qui était en train de... Ben non, mais vous rigolez, désolé, c'est moi qui suis désolée. De quoi? Les joies de Paris. Hein. Les joies de Paris, tout à fait. Juste avant que vous veniez, je disais que c'était merveilleux les conditions dans lesquelles je jouais sur scène, parce que je pouvais parler sans qu'on m'interrompe. Et là, finalement, un vrai dialogue s'instaure. Les joies de Paris. Désolé, ouais, les embouteillages. Et puis vous avez eu un coup de chaud parce que vous êtes en débardeur, là. Vous êtes... ouais. C'est l'une des marques de fabrique de son humour, la discussion, l'échange avec le public. Et pour ce troisième spectacle, Nora Hamzaoui ne se prive pas d'appliquer cette méthode qui lui va bien et qui fonctionne assez. De fait, d'un soir à l'autre, le spectacle est différent, même s'il y a bien un point de départ à l'histoire que nous raconte l'humoriste, l'angoisse. L'angoisse qu'elle ressent face à un monde très anxiogène, angoisse qui devient selon elle le moteur de la comédie. Nora Hamzaoui ne parle pas de l'actualité, mais espère montrer comment cette actualité a un impact sur l'intime. Comment, comme dans ses précédents spectacles, elle se raconte donc sa quarantaine, sa vie de couple, la maternité, l'angoisse de mourir. Mettre un coup dans le micro, c'est ce que je viens de faire, c'est pour ça que ça fait rire tout le monde. Les antidépresseurs dont les Français font partie des premiers consommateurs. Nora Hamzaoui parle d'elle donc avec le pari que cela résonne avec la vie des gens qui viennent la voir. Guillaume Aurignac, est-ce que ça a marché pour vous? Pas vraiment. C'est la première fois que je la vois, je dois dire, et j'étais plutôt agréablement surpris, ceci dit, par la qualité qu'elle a comme performeuse sur scène. Elle a une vraie présence scénique, elle est à la fois irradiante et naturelle, ce qui est quand même vraiment le cœur de ce que doit faire un stand-upper sur scène, à la fois irremplaçable, singulière, et en même temps, tout ça paraît très naturel, très fluide. Elle a un aspect conversationnel, effectivement, elle pirate constamment son spectacle, elle engage la conversation avec les gens du public, et elle le fait de manière très fluide et très harmonieuse, je trouve. Ça se traduit aussi par un côté, une sorte de connexion en fait avec le public qu'elle réussit. Voilà. Alors le problème, c'est que ces qualités-là ça ne produit pas grand-chose à mon sens, où je la trouve un petit peu paresseuse dans son humour. Alors c'est quoi la paresse dans l'humour du stand-up? C'est un art un peu convenu de la vanne, et ça se traduit de deux manières. C'est à la fois un manque d'authenticité, parce que l'authenticité c'est quand même le cœur, le moteur du stand-up, et aussi le fait de ne pas vouloir aller dans les zones un peu plus troubles, un peu plus malaisantes, sachant que en fait elle construit un spectacle sur son intimité. Alors, le manque d'authenticité, c'est le fil rouge du spectacle qui est construit sur l'idée qu'il y a une sorte d'anxiété globale par rapport au chaos mondial, et que cette anxiété globale, pour elle, se traduit par des micro-angoisses intimes. Voilà. Moi, je crois que c'est complètement fake, c'est complètement artificiel. Faux, oui. C'est faux. Voilà, complètement artificiel, cette espèce d'angoisse qu'elle se crée. Donc, je n'y crois pas trop. Et ça lui permet de ramener, en fait, c'est vraiment l'artifice qui lui permet de ramener à des choses intimes. Alors après, le problème, c'est qu'elle le dit elle-même dans le spectacle, son précédent spectacle a été apparemment fait il n'y a pas très longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut raconter? C'était 2019. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut nourrir son stand-up. Quand on fait un stand-up très personnalisé, il faut le nourrir de sa vie. Et là, on se dit, effectivement, possiblement qu'elle n'a pas grand-chose à le nourrir. Donc, elle va quand même aller chercher quelque chose dans son intimité, qui sont sa dépression. Voilà, elle parle du fait qu'elle est dépressive, qu'elle prend des antidépresseurs. Elle va chercher sa relation de couple et aussi son vieillissement. Toutes choses qui sont très intéressantes, qui pourraient parler globalement de ce qu'est un peu la décrépitude quand on dépasse 40 ans. Voilà. Sauf que cette décrépitude, je trouve que c'est en fait, elle en fait une coquetterie. Elle en fait quelque chose de très léger, où j'ai l'impression qu'elle ne va pas au bout de ça, qu'elle reste sur l'idée que du bouton sur la fesse, voilà, avec une petite crème hydratante, c'est soigné. Et du coup, ce registre-là ne va jamais très très loin. Et j'ai l'impression que du coup, ça ne libère pas un rire qui serait un rire, comment dire, qui soigne, un rire thaumaturgique,
un rire libérateur, et on reste dans une espèce de pastille de bonne humeur qui ressemble à une sorte de chronique de bonne humeur pour un magazine féminin. Alors, wow. La bonne humeur, c'est ce qu'elle veut. Elle se cache pas, Nora Hamzaoui. Elle dit, moi, je veux tout regarder par le prisme de la bonne humeur. Les antidépresseurs, l'angoisse de mourir, ça, c'est sa marque de fabrique aussi, au-delà de, effectivement, ces trucs de scène dont le dialogue avec le public. Adrien Desnouettes, qu'en avez-vous pensé? Je dirais que j'ai eu le même ressenti général que Guillaume Aurignac, c'est-à-dire que j'ai été agréablement surpris. Pourquoi? Parce que je pars exactement du même point de vue que Guillaume Aurignac, c'est-à-dire que je ne suis pas le public de Nora Hamzaoui, c'est la première fois que je la voyais. Je l'avais vaguement croisée à quotidien, je l'avais vue à l'époque, je me souviens dans l'émission Le Télécrochet, on en parlera tout à l'heure de Télécrochet, mais on ne demande qu'à en rire, c'est là qu'elle avait été remarquée. Sur France Mais 2. je ne l'avais pas suivie. Je m'en faisais une image très cliché et disons de laquelle je n'attendais vraiment pas grand-chose. Et contrairement à Guillaume, parce que j'ai attentivement écouté ce qu'il n'avait pas apprécié, très très vite j'ai compris que je n'étais pas le public, mais ce qui ne m'empêchait pas aussi de me mettre à la place de son public. Parce que le public, voilà, tout humoriste, et notamment comme Nora Hamzaoui, qui pratique depuis longtemps, construit un public, le fortifie, et là vraiment c'est extrêmement cohérent. Vous êtes dans le 18e, sur une petite place hyper bucolique, et vous avez l'impression qu'elle a invité les gens du quartier. Et que ça pourrait tout à fait être son quartier. Mais ça ne me dérange absolument pas. Pourquoi? Parce que Nora Hamzaoui, c'est là que je suis assez pas d'accord avec Guillaume. En fait, moi, je trouve qu'il y a une forme d'intégrité dans la frivolité, justement. Très, très vite, elle va vous dire oui, l'actu me déprime parce qu'elle est déprimante, très objectivement. Il y a quand même une espèce de condensation de tout un tas d'actualités et d'informations qui nous oppressent presque. Mais justement, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir affaire à quelqu'un qui, très, très vite, me dit je n'ai absolument aucun avis là-dessus et je ne suis pas légitime à en parler. En fait, ça m'a fait plaisir aujourd'hui, et notamment depuis que je fais un peu de critique là sur l'humour avec Guillaume, ça m'a fait plaisir de ne pas avoir le point de vue de quelqu'un sur Guillaume Meurice, par exemple. Ça m'a fait plaisir de ne pas avoir le point de vue de quelqu'un sur l'Ukraine, et même sur le féminisme, sujet dans lequel elle aurait pu aller s'embarquer très très vite. Et justement, là, comme ça, alors, il y a eu une petite phase d'adaptation où je repère comme Guillaume des moments où je trouve qu'elle perd un peu cette intégrité comique, cette intégrité à elle-même. Et bizarrement, c'est pas du tout, j'ai pas la même appréciation que vous, Guillaume pardon, Nicolas, excusez-moi. Je vous en prie. Parce que vous avez aussi relevé qu'il y avait une conversation avec le public et que ça se faisait de manière très fluide. Moi, c'est précisément là que je l'ai trouvé dans la démonstration de force et pas naturelle du tout. J'ai trouvé que c'était forcé. Là où je l'ai trouvée intéressante, c'est justement quand elle se replie et qu'elle revient à ce qu'elle peut nous raconter. Et contrairement à ce qu'attendait Guillaume autour de quelque chose de plus angoissé, moi j'ai bien aimé qu'elle me parle de son couple. Non pas pour en dire des choses hyper originales ou quoi, mais pour assez vite brosser le portrait, selon moi, assez honnête d'une femme qui serait une espèce, et c'est comme ça qu'elle se décrit, hein, une espèce de chat comme ça dans l'hyper-exigence et qui assume sa monstruosité de femme à elle de 40 ans qui en attend beaucoup de son mec. Et ce qui est très beau, c'est qu'en parallèle, sans jamais nous dire qu'elle l'adore ou que son mec est particulièrement exemplaire, elle va décrire face à elle une espèce de monolithe de rationalité qui aboutit à donc ce qu'est un homme en fait, hein, quelqu'un d'insensible qui ne va pas du tout être à l'écoute de ses émotions comme elle. Et justement à la fin, ça aboutit à une blague. Et je tiens à dire, alors ça va paraître, ça va presque ressembler à une critique négative, mais c'est le moment où elle m'a fait rire. En fait, elle m'a fait rire une fois dans son spectacle, et c'est avec sa toute dernière vanne. Je ne vais pas la dire pour pas spoiler, mais elle se mime elle est morte et elle se mime en train de faire des signes à son mari, qui justement parce qu'il n'est pas à l'écoute de leurs émotions et de ses sentiments, ne la remarquerait même pas en tant que fantôme. Et là, moi, ça m'a fait rire. Non pas parce que ça allait chercher très très loin ou très très dark, mais parce qu'elle était restée fidèle à ce qu'elle est, à savoir une quadra sous Prozac qui va nous parler de ses bourrelets de cuisses, et sans que ce soit particulièrement ma came. Je me suis vraiment pas ennuyé, et par ailleurs ça ressemblait encore à une espèce de faux compliment, mais c'était d'une très bonne durée, à savoir quelque chose d'assez court et très digeste. C'est, en fait, si je vous écoute bien, c'est elle qu'on a envie de retrouver sur scène. C'est-à-dire, vous disiez par rapport à ses précédents spectacles, elle a fait c'est son 3e spectacle, donc elle en fait pas régulièrement. Effectivement, elle a d'autres activités, notamment au cinéma ces derniers mois et ces dernières années. Donc voilà, avec son public. Donc voilà, c'est une forme de retrouvaille, cette image de Nora Hamzaoui sur scène, sur le ton de la confidence, qui vient se livrer, échanger avec son public, avec ses amis en quelque sorte. Vous êtes d'accord, Guillaume Aurignac? Oui, mais ça, je dirais, on ne peut pas lui en faire le reproche. C'est même d'évidence, un stand-upper doit avoir un rapport avec un public et le construire et avoir un rapport connivant. Par contre, Adrien parle de monstruosité à son propos. Je ne vois pas du tout où est la monstruosité. Alors, non pas qu'il faut aller la chercher et l'inventer, mais
Mais par exemple, à un moment, il y a quelque chose de très intéressant et qui est très symptomatique. Elle dit qu'elle a reçu une critique comme quoi il y en avait marre de ces trucs hétéronormés. Voilà. Elle n'en fait rien, en fait. Alors que c'est très intéressant parce qu'effectivement, je me suis dit, elle a démarré il y a 15 ans dans le stand-up et elle est toujours sur à peu près la même ligne que j'imagine qu'elle faisait il y a 15 ans. Or, les choses ont changé dans le stand-up féminin. Il y a beaucoup aujourd'hui de militantes féministes LGBT qui ont investi les scènes de stand-up et elle a raison de maintenir son cap. Mais elle devrait en faire quelque chose de cette espèce de paradoxe et de contraste avec l'époque contemporaine. Et en fait, elle n'en fait rien. Elle évite tous les pièges, tous les problèmes. Elle est vraiment au seuil de quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant. Est-ce que ça rejoint l'idée de ne pas vouloir commenter l'actualité, de ne pas vouloir peut-être, je ne sais pas, rentrer dans les buzz, dans voilà, ce qui fait aujourd'hui peut-être marcher aussi sur les réseaux sociaux un certain nombre d'humoristes? Adrien Denouet. Oui, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'elle revendique l'idée d'être anti ce que font les autres. C'est quelque chose de très consensuel et qui se conforte là-dedans. C'est-à-dire que même, je suis d'accord avec ce que dit Guillaume, la monstruosité, elle est peut-être un peu exagérée quand je parle de monstruosité. C'est quand même une petite monstruosité d'exigence où elle ne va pas, enfin, elle hésite pas sur le portrait enfin, après, nous, je veux dire, c'est un spectacle très parisien qui s'adresse vraiment à des citadins. On se reconnaît beaucoup là-dedans. Il y a un côté, moi, je suis comme ça, vous me comprenez. Mais justement, il y a quelque chose qui ne ment pas pour moi, hein, chez Nora Hamzaoui. C'est qu'en fait, moi, je la connais d'où? Je la connais de Quotidien, je la connais d'un certain cinéma auquel elle a participé, des films de Benoît Forjard que vous ne connaissez pas parce que c'est très niche, des films aujourd'hui là de Pascal Bonitzer, Le Tableau volé, par exemple. Nora Hamzaoui, elle n'est pas là pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Après, qu'elle ne soit pas je pense même pas qu'elle ait l'ambition enfin moi j'ai du mal en fait à lui demander à elle de repousser ou d'aller le plus en profondeur dans un spectacle qui assume quelque chose de, ouais, je disais frivolité tout à l'heure, mais quelque chose de très léger. J'ai du mal à lui reprocher de faire quelque chose dans lequel je comprends que son public la suit et personnellement, sans avoir ri, alors je peux entendre que c'est un problème puisque on parle quand même de spectacle d'humour, mais sans avoir ri, je ne me suis pas ennuyé, j'ai plutôt passé un bon moment. Et je précise, ça n'est pas toujours le cas. Et ça n'est pas toujours le cas, notamment chez certains qu'on a un peu tendance à porter au nu, qu'on a tendance un peu à mettre au pinacle de la radicalité des politiques ou de choses comme ça, qui marchent beaucoup en ce moment pour des raisons de militantisme, comme disait Guillaume tout à l'heure, autour du féminisme, mais pas que. Je pense par exemple à un artiste qu'on a vu il y a quelques semaines, Walidia, qui selon moi est vraiment dans une espèce de schizophrénie par rapport à ce qu'il propose et ce qu'est son public. Là, il y a quelque chose pour moi qui relève de l'absence d'intégrité. Nora Hamzaoui, pas du tout. Nora Hamzaoui, elle sait très bien à qui elle parle à des semblables. Et les semblables n'ont pas envie enfin, ces semblables n'ont pas forcément envie d'aller trop en profondeur dans des choses qu'elles ne sauraient pas maîtriser, en fait. Guillaume Aurignac. Oui, mais enfin, c'est un peu ce qu'on attend quand même du stand-up, c'est d'aller justement en profondeur. Tout en Vous gardant la trouvez qu'elle ne légèreté. se met pas en danger, c'est ça? Non, en elle fait se met pas absolument pas en danger. Le rire est l'enfant de la peine, disait Baudelaire, et je vois pas où est la peine. Bon, vous faisiez référence à Une Walidia. autre citation, Oui, Adrien. Adrien, si vous... non, vous faisiez référence Oh, à je me fais de Walidia. la peine. C'est On tout ce a que je dois parlé de Larry David il y a quelque temps aussi. C'est l'une de ses références sur l'humour. Est-ce que vous y voyez oui, non, là, des non. choses semblables? Non, bah Est-ce non. que vous y voyez... Voilà, Non, elle bah dit non. que c'est ça qui l'a fait rire. Alors, Bah, c'est sûr que oui, je n'avais pas ce genre de citation ou de référence un peu osée, un peu, pour ne pas dire prétentieuse. Non, on est extrêmement loin de Larry David. Larry David est effectivement dans quelque chose qui va énormément creuser, chercher presque dans l'anti-rire, c'est-à-dire dans l'anti-convention, dans l'éthique, mais précisément pour aller vous chercher en fin d'épisode un rire qui aura été cherché beaucoup plus loin, parce qu'en fait, il l'a semé dans vos tripes très très loin, dans quelque chose de très gênant. Non, Nora Hamzaoui ne reste qu'en surface. Et d'ailleurs, dans mon compliment, il y a évidemment, je ne vais pas non plus occulter qu'il y a un reproche qui est celui qu'elle n'est pas mon public, et que je suis à peu près d'accord avec Guillaume quand il dit que... Après, Guillaume parle de stand-up, j'aurais presque du mal à parler de stand-up à propos de Nora Hamzaoui. alors pourquoi? J'ai presque envie de parler de seul en scène, dans une... Rappelez-nous quelle quelle différence vous faites. le seul en scène, le seul en scène, c'est ce qu'on appelle du one-man show, c'est-à-dire des choses qui existent depuis très longtemps en France. Hein. Bourvil faisait déjà du one-man show, Fernand Reynaud, sauf que ça va prendre chez nous plutôt la forme d'un personnage. Et je trouve que Nora Hamzaoui, mais c'est pas la seule, une fois encore, j'ai pas envie de lui faire ce reproche-là à elle. Nora Hamzaoui s'invente un personnage en accord avec les nouvelles conventions du stand-up. Et c'est là que je trouve qu'il y a une forme de démonstration de force, notamment quand elle rentre dans la conversation avec le public, que je trouve très artificielle. Déjà parce qu'elle n'est pas très bonne là-dedans. Moi, je n'ai pas été impressionné par ça. Il y en a qui sont vraiment meilleurs, très peu finalement, mais qui sont vraiment meilleurs. Et ensuite, parce qu'en fait, elle fait du seul en scène, c'est-à-dire elle a un personnage, le personnage de Nora Hamzaoui, mais elle a un personnage qui se voit beaucoup et que je ne vois que ça. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à lui reprocher des choses de stand-up, en fait. Guillaume Aurignac. Le problème, c'est qu'elle déclare, je l'ai entendu dans son spectacle, elle faisait du stand-up. Donc elle le déclare Bon, elle-même. bah oui, là, il y a un problème. Vous êtes ensemble, vous êtes arrivés en même temps et vous la laissez s'asseoir sur le strapontin. C'est une vraie question parce que clairement, elle est en galère, les joies de Paris, elle a chaud, elle est en débardeur et elle se tape le petit fauteuil. Il y a une grosse inégalité des places
dans cette salle. Et ça, c'est un couple de longue durée, parce qu'au départ, vous lui aurez laissé le strapontin en début de relation. Non? Ça fait combien d'années? 8 ans? Ouais, typiquement 8 ans, c'est strapontin. Le nouveau spectacle de Nora Hamzaoui, c'est jusqu'au 8 juin au Théâtre de l'Atelier et en tournée dans toute la France à l'automne. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et nous parlons à présent de ce programme diffusé sur Prime Video qui s'appelle Comédie Class, présenté par le duo Eric et Ramzy. Eric et Ramzy, du bruit! Deux légendes de l'humour qui se lancent dans une nouvelle aventure. Il faut faire quoi? À la recherche de nouveaux talents de l'humour. On va parcourir la France et la Belgique. Pourquoi la Belgique? Est-ce que quelqu'un a déjà pissé sur le mannequin de pisse? C'est hyper dur ce qu'il est haut. C'est essayé, tu t'en prends plein la gueule. Dans ce hangar qui est mythique. C'était un hangar Amazon ici. On va essayer de découvrir La personne qui va nous enterrer, enfin qui va enterrer Ramzy, ça c'est sûr. La musique est forte, ça crie beaucoup, c'est monté sec, punchy, comme cette bande-annonce qui nous explique donc le principe de ce programme révolutionnaire. Un télécrochet pour découvrir la nouvelle star francophone de l'humour, celui ou celle qui remplacera donc Eric et Ramzy et qui empochera au passage 50 000 €. Les producteurs de The Voice ont donc adapté ce format à la discipline de l'humour avec des fauteuils surdimensionnés pour les jurés, présentateurs, humoristes, une scène centrale, un public et des auditions passées à Paris, Marseille, Bruxelles et Nantes, puis une compétition avec des figures imposées entre les 20 meilleurs et des invités qui viennent aussi juger, accompagner les prestations. On retrouve autour d'Éric Judor et Ramzy Bedia Marina Foïs, Florence Foresti, Mister V ou encore Jérôme Niel. Le tout en 9 épisodes survitaminés donc, dont le montage ne rend pas toujours hommage aux prestations. Qu'en avez-vous retenu, Adrien Desnouettes? J'en ai retenu que c'était un produit, parce que c'est comme ça que je l'ai jugé, comme un produit de télévision, un télécrochet, que c'était un produit plutôt cheap et raté. Alors, pour 3 raisons principales. La première, c'est le casting, je pense, des animateurs. J'y reviendrai. La deuxième, c'est le casting tout court. Et la troisième, c'est, je pense, c'est le cahier des charges de la plateforme. En fait, qu'est-ce qu'un télécrochet? Parce qu'en fait, ça, Comédie Class, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça a une histoire, même chez nous, hein, on s'en souvient très bien. Ça vient du radio-crochet, ça vient d'un télécrochet, ça vient de la musique, mais ça a depuis toujours trouvé et formé des humoristes. Alors, je vais faire un petit volet historique, mais Bourvil, Thierry Leluron, Les Inconnus, Mimi Mati, Muriel Robin, remontons même à des gens comme... La classe. Voilà, tout ça, c'était la classe, tout ça, mais même Bourvil, pour vous dire où ça remonte quand même. C'est-à-dire que l'histoire de l'humour en France, disons de l'humour du XXe siècle, est très liée à ces médias. Aucun problème. Donc moi, j'étais très attentif et je me suis dit, tiens, quel est d'une part l'enjeu de ce télécrochet? Est-ce que c'est de créer une espèce de troupe, une bande? Est-ce que c'est de créer de l'attachement à des nouveaux humoristes? Ou est-ce que c'est de les découvrir vraiment? Dans tous les cas, c'est raté. Pourquoi c'est raté? D'abord parce que, vous l'avez très très bien souligné, Nicolas, le montage ne rend absolument pas justice au rythme même des performances. Pour avoir vu certains, alors pas tous, hein, il y en a 20, il y en a 80 dans tout qui sont castés, mais j'en avais vu 3 moi sur scène. Et sans les trouver excellents, parce que c'est ce que je reprochais aussi tout à l'heure, c'était le casting, je trouve que le niveau est quand même assez faible, mais sans les trouver excellents, je les avais trouvés bien meilleurs sur scène. D'abord parce que la salle et tout ça, quand vous êtes dedans, ça se sent, mais aussi parce qu'ils sont en gestion de leur rythme. Or là, c'est monté de manière extrêmement cut. J'allais dire dans le style plateforme, mais c'est même pas vrai, c'est le style Amazon. Amazon est vraiment en train de créer une espèce de convention de vitesse comme ça, extrêmement cut, qui vient de la télé-réalité en fait, et qui ne convient pas du tout à une performance, une prestation de 4 minutes d'un humoriste. Un montage cut, c'est un montage très rythmé où on retire des choses. En fait, on va monter dans le rythme. Voilà. On va recréer une vitesse dans une performance qui précisément repose sur la gestion de sa vitesse. Puisque, comme on l'expliquait assez souvent dans cette émission, un gag, une vanne, c'est d'abord la construction presque arithmétique de l'effet. C'est d'ailleurs ce que font les remarques que font régulièrement Eric et Ramzy à propos des performances. Il n'y a pas de rythme, il y a trop de rythme, ça va trop vite, ça va pas assez vite. Sauf qu'en fait, on n'a pas eu affaire au même rythme. Exactement. On n'a pas du tout affaire au même show. Alors, je ne parle même pas des shows qui sont coupés. À mon sens, c'est de manière assez hypocrite. Parce que vous allez avoir des passages qui sont coupés très très vite pour ne pas que ça donne lieu à quelque chose de gênant. Or, un passage raté, pardon, mais ça fait aussi partie de l'histoire des télécrochets. Non pas qu'il faille en revenir à ces séquences casseroles, vous savez, de la Nouvelle Star, où il y avait même des espèces de pitres qui venaient faire n'importe quoi, mais ça en fait partie. Pourquoi on appelle ça télécrochet? Alors là, je vais encore me mettre ma vieille barbe du père Castor et vous expliquer l'histoire, mais pourquoi on appelle ça télécrochet? Parce que le crochet, le hook en américain, c'est ce qui venait saisir le mauvais candidat sur scène pour l'extirper sous les huées du public. Mais ça fait aussi partie, cette cruauté-là, elle fait cette cruauté populaire, ce spectacle sanglant, le théâtre de massacre, fait aussi partie du plaisir
choisir d'un télécrochet. Pour mettre en valeur des talents, il faut montrer que non, la France n'a pas un incroyable talent, en tout cas qui se développe de manière massive. Et ça, pardon, je termine là-dessus, Amazon va justement dérober au nom des conventions familiales et d'un spectacle familial, dérober toute la gêne et ce qui aurait pu être, ok, pardon, de manière un peu maso, un peu sadique surtout, ce qui aurait pu être l'essence du spectacle. C'est aseptisé, donc. Oui, non, c'est totalement aseptisé. Vous êtes d'accord, Guillaume Aurignac? Oui, je suis totalement d'accord sur cette histoire de rythme qui est produit par Amazon. Et il y a même d'abord le montage qui est très haché, effectivement, et la prestation est complètement illisible. Et d'autre part, les interventions aussi des animateurs de Eric et Ramzy, dont on entend le micro ouvert, et donc qui parlent pendant l'intervention, pendant la performance de stand-up, ce qui est une catastrophe, parce que quand on parle pendant une performance de stand-up, ça crée une interruption, et normalement, il y a une connexion, et en fait, une conversation entre celui qui a interrompu et le performeur. Ça, c'est le format juste aussi ce qui peut se passer sur The Voice, puisque ce sont les mêmes producteurs, ils ont repris des trucs de télévision et de montage qui existent dans ces émissions-là. Donc là, on a vraiment quelque chose qui détruit, à mon sens, le stand-up. Et je trouve que c'est vraiment typique de Amazon qui, je vais le dire, est en train de détruire l'humour en France. Carrément. Carrément. Ils sont arrivés avec des programmes humoristiques où ils essaient de récupérer tous les talents de l'humour en France à coup de valises d'euros. Et notamment, il y a LOL Kiri, qui était leur précédente émission, que je trouve absolument détestable. Pourquoi ? Parce que le dispositif, c'était quoi ? C'était de réunir donc, des humoristes sur un plateau, enfermés devant des caméras de télésurveillance, et qui devaient se faire rire l'un l'autre. C'est-à-dire que le spectateur devient juste une sorte de gardien de hangar, et qui regarde des gens se faire rire. Il est complètement exclu de l'humour, en fait. Et il y a vraiment quelque chose de circulaire et de cadenassé dans ce qu'apporte Amazon à l'humour en France. Et c'est exactement aussi ce qui se trouve dans ce programme-là, quelque chose de circulaire et de cadenassé, qui fait qu'ils sont en train de détruire aussi les stand-uppers. Et je trouve que c'est très mauvais pour leur image, l'image des candidats, parce que c'est quoi le stand-up ? On arrive avec une persona, on arrive à quelque chose qui est entre soi-même et la personne qu'on crée, le monstre qu'on crée sur scène. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est des coulisses avec des gens qui sont un peu intimidés, qui sont un peu effrayés, et du coup, vient de la gestion de carrière. Et on assiste à un examen notarial où on va leur donner à la fin 50 000 € et un public de télévision, et avec le sentiment qu'ils sont en train de faire des petits arrangements pour assurer leur carrière. C'est vraiment épouvantable sur ce que ça dit sur le stand-up aujourd'hui en France. Pourtant, il y a un public, il y a des stand-uppers qui montent sur scène dans toutes les villes de France, quasiment à des comédie clubs. Il y a sur les réseaux sociaux beaucoup d'humoristes qui publient des vidéos. Qu'apporte ce programme ? Est-ce qu'il est là Est-ce qu'on nous le présente comme un jeu ? En réalité, on n'y voit pas vraiment un jeu. Il n'y a pas vraiment de compétition. Que veut montrer ce programme, Adrien Denoët ? Il essaie de se tenir à équidistance entre ces émissions qu'on citait tout à l'heure, à savoir créer des troupes, faire des nouveaux humoristes, ce qui fonctionnait dans le théâtre de Bouvard, ce qui fonctionnait jusqu'au Jamel Comedy Club, qui n'était pas vraiment un télécrochet, mais qui montrait la nouvelle scène et notamment qui présentait le stand-up à la France. Sauf que, et d'ailleurs ça va être comme une formule mathématique, on va très bien voir en quoi ce programme est parfaitement stérile. C'est qu'en fait, chacune des tentatives de montrer une nouvelle génération au préalable dans l'histoire de la télé avait abouti à des nouvelles générations. Et je vais même en revenir à la dernière en date, qui est celle de Laurent Ruquier dans Onda, on ne demande qu'à en rire, qui a effectivement abouti à un héritage. Tous les spectacles, les duos de l'improbable de Jérémy Ferrari, qu'on soit fan ou pas, moi pas particulièrement par exemple, mais je ne peux que reconnaître que Laurent Ruquier a créé un héritage. Or, qu'est-ce qui se passait ? Il se passait qu'en fait, Laurent Ruquier, comme Philippe Bouvard avant lui, et comme probablement Guy Lux et tous les animateurs de télécrochet de l'époque, étaient d'abord des battleurs, c'était pas des humoristes eux-mêmes, c'était d'abord des détecteurs qui étaient là ensuite pour inviter des personnalités à juger et qui créaient cette espèce de osmose très fédératrice pour mettre en valeur des talents. Et c'est là que j'en reviens à l'erreur de casting qui est celle d'Éric et Ramzy. J'allais vous poser la question. Bah oui, parce qu'en fait, Éric et Ramzy, on les adore, enfin je veux dire, ils sont super. Et on a plaisir à les retrouver dans leur duo d'ailleurs. Si vous aimez tant ça, allez voir les vidéos de Squeezie, c'est encore mieux, ils sont partout. Eric et Ramzy, de toute façon, ils cachetonnent partout, c'est l'histoire de leur carrière. Hein. Et il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, ils sont très bien chambrés dans un épisode qui, selon moi, était le meilleur, de chambrage des candidats sur Eric et Ramzy. C'était très bien fait. Mais Eric et Ramzy, c'est pas du tout des détecteurs, c'est pas du tout des Laurent Ruquier, c'est pas du tout des Bouvard. C'est d'abord des humoristes et des parasites. Et donc, ils arrivent dans une espèce de machine mal produite qui aurait dû se tenir beaucoup plus proche de la Starac en fait. C'est-à-dire cette idée de télécrochet plus télé-réalité où le grand public ne va pas forcément chercher à repérer des gens brillamment talentueux, mais plutôt des espèces de profils Eurovision qui en fait, desquels vous vous serez attaché pendant plusieurs semaines parce que vous les suivez au quotidien et tout ça, parce que c'est le spectacle de la colo, en fait, c'est le spectacle de l'amitié qu'on a envie de voir. Et là, vous rejoignez quelque chose de beaucoup plus téloche et famille, et vous arrêtez cette espèce d'hypocrisie qui consiste à croire qu'on va faire du stand-up quelque chose de familial, parce que le stand-up, ça n'est pas familial. Donc,
c'est ni fait, enfin c'est pas, oui, pardon, mais c'est un peu ni fait ni à faire. C'est-à-dire que j'aurais préféré que ce soit quelque chose de plus, en fait, de ce qu'on sait faire, à savoir repérer et donner de l'attachement, créer de l'attachement, parce que le stand-up de toute façon n'est nulle part. Après, je rebondis sur ce que dit Guillaume sur LOL qui ressort. Je suis pas particulièrement contre ce genre de programme. Moi, j'aime bien la télé-réalité et j'aime bien quand justement on va essayer de désarçonner un petit peu les humoristes. Et LOL qui ressort, ça a le mérite de mettre en valeur différentes formes, une autre forme de talent, qui est celle de l'improvisation et du naturel, de la vis comica. Ça rend justice quelque part à une espèce de talent inné qui n'existe pas du tout sur les scènes de stand-up, qui est autre chose. Et ça ne me pose pas problème de voir triompher des Gérard Darmon ou des Pierre Ninet dans un dispositif où d'autres sur scène sont meilleurs. On conclut, Guillaume, si vous voulez bien, sur le duo. D'ailleurs, ils ont du mal à juger. Ils sont là, ils savent pas s'il faut dire du mal ou pas. Parfois, leurs remarques ne sont pas pertinentes. Enfin, en tout cas, on les sent mal à l'aise dans ce rôle-là aussi. Mais parce que je crois qu'ils ne viennent pas de la tradition du stand-up, ils viennent d'une autre tradition où ils sont très très forts, c'est-à-dire le piratage du sketch. Ils sont excellents là-dessus. Et d'ailleurs, tout leur travail dans l'émission, finalement, c'est d'essayer de trouver des petites zones de piratage pour eux-mêmes. Parfois, ça marche. Le plus souvent, ça marche pas très bien. Mais ça ne correspond pas du tout à effectivement évaluer un stand-upper. Enfin, moi, vraiment, il y a quelque chose vraiment le plus embarrassant, c'est que les candidats sont massacrés, quoi. Ils sont massacrés dans cette émission. D'ailleurs, ils avaient insisté pour être plus présents dans le montage auprès de la production. Ils le disent dans une interview. Merci à tous les deux. Donc, Adrien Desnouettes et Guillaume Aurignac. Je vous donne le titre de ce programme dont nous venons de parler. 9 épisodes de Comédie Classe, donc avec Eric et Ramzy. C'est disponible sur Prime Video. On vous met les références, évidemment, sur le site de France Culture, où vous pouvez aussi réécouter l'ensemble des débats critiques.